De la petite Top qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Comme tous les soirs, la petite Top sortit de terre son museau pointu, juste pour voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. C'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse. Et le plus terrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Splatch! C'est dégoûtant! Qui a osé me faire sur la tête? Évidemment, personne ne répondit. Dis donc le pigeon! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Glapit-elle. Moi? Mais non, voyons! Moi je fais comme ça! Et splatch! Une petite patelette vint s'écraser juste devant la petite Top et moucheta de blanc son pied droit. Oh là là! Hé! Le cheval! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons! Moi je fais comme ça! Et pouf, 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 pouf! Il bombarda l'herbe de 5 gros crottins. La petite Top fut drôlement impressionnée. Oh, tu fais tout ça? Oh là! Le lièvre! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et ratatatata, 50 petits haricots tout ronds pétaradèrent aux oreilles de la petite Top. Ah ben dis donc. Dis-moi la chèvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi, je fais comme ça. Et clan dit clan, un paquet de petits berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite Top les trouva fort gracieux. Ma foi! Réponds la vache! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non, voyons. Moi je fais comme ça. Et splouch! Une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Diable! Quelle chance que cette chose ne me soit pas tombée sur la tête! Cochon! Écoute-moi! Est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Moi? Mais non! Voyons, moi, je fais comme ça! Et vlouf! Il envoya un petit tabrin émou derrière lui. Porc! La petite Top se boucha bien vite le nez. Et vous? Est-ce? Commença la petite Top. Mais il n'y avait là que de grosses mouches noires qui faisaient bombance. Enfin, pensa-t-elle,
Voilà des gens qui vont pouvoir me renseigner. Et elle chuchota. Qui a bien pu me faire sur la tête, mesdames? Les deux mouches n'hésitèrent pas longtemps. Aucun doute, ma chère. C'est un chien. Cette fois, la petite Top le tenait, le gros malpropre qu'il avait fait sur sa tête. Ah, Jean-Henri, le chien du boucher. Sa vengeance allait être terrible. D'un bond, la petite Top sauta sur la niche de Jean-Henri. Et puis, une minuscule cacahuète noire atterrit entre les oreilles du cabot. Voilà, justice était faite. Radieuse, la petite Top s'enfonça à nouveau dans les entrailles de la terre. Là où, assurément, personne au monde ne pouvait lui faire sur la tête. De quelle couleur sont les bisous? Mon nom c'est Monica, mais tout le monde m'appelle Mini Moni. Quand j'enfourche mon vélo, je suis plus rapide que le vent. J'aime les hirondelles, les tartes aux fraises et les histoires que maman me raconte. Chez moi, je prends soin des plantes sur le balcon. J'adore les arroser et leur dire des mots doux pour les aider à pousser. Salut! Mais ce que j'aime le plus, c'est la peinture. Je crée 1 million de choses avec mes pinceaux. Je sais peindre des coccinelles rouges, le ciel bleu, des bananes jaunes. J'ai même déjà peint des fusées, des pingouins, des gorilles. Je n'ai jamais peint de bisous. C'est de quelle couleur les bisous? Est-ce que je peux le peindre en rouge, comme la sauce tomate? Non, franchement non. Il paraît que le rouge est la couleur de la colère. Et on ne fait pas de bisous quand on est furieux. Vert alors. J'aime bien la couleur des crocodiles. Ils sont trop mignons en plus. Mais j'aime pas trop les légumes. Surtout ceux qui sont verts. Les brocolis, les épinards. Même pas les petits pois. Bleh. Bon, les artichauts, ça va, mais pas trop. En jaune, c'est si beau. La couleur des tournesols. Et des bonnes idées. Parce que les bonnes idées sont jaunes et lumineuses, pas vrai? Et les bisous sont doux et sucrés, comme le miel. Et j'ai un peu peur des abeilles. Faut-il les peindre en brun? Les bisous sont délicieux comme le chocolat, magiques comme la forêt à l'automne. Mais Burk, en blanc comme la neige, pas les scintillants comme la lune et les étoiles. Mais les bisous sont chauds et la neige est si froide. Des bisous roses alors? Savoureux comme mes gâteaux préférés. Miam miam. Pas question. Je déteste les fées et les princesses.
dit que le bleu est la couleur de la tristesse. Tant pis, j'y crois pas. Je n'aime pas le noir, de l'obscurité et des monstres. Ni le gris de la pollution. Mais j'adore les éléphants, les rhinos, les hippopotames, les moutons noirs. Ils sont rigolos comme certains bisous. Mini Moni est totalement perdu. Maman, tu sais de quelle couleur sont les bisous? Et pour toi, de quelle couleur sont les bisous? La sorcière dans les airs. La sorcière était rousse. Elle avait une longue tresse, un chapeau noir très haut et un chat plein d'adresse. Le chat ronronnait fort. La sorcière souriait tandis que dans les airs s'élevait leur balai. Mais la sorcière gémit et le chat grommela quand, sous le vent furieux, le chapeau s'envola. « À terre !» dit la sorcière. Et ils revinrent en bas pour chercher le chapeau, mais ne le trouvèrent pas. Alors, dans un buisson, un chien leur apparut, avec entre les dents le grand chapeau pointu. L'apportant poliment, il prononça ces mots, pendant que la sorcière remettait son chapeau. « Je suis un très beau chien et le plus vif qui soit. Y a-t-il sur ce balai une place pour moi ?» « Bien sûr !» dit la sorcière. Et le chien s'installa et leva le balai et zou, il décolla. Au-dessus des forêts et des prés, il filait. Le chien remuait la queue. Le vent d'orage soufflait. La sorcière riait fort, son chapeau sur la tête. Mais le nœud de sa tresse vola dans la tempête. Dit la sorcière, et ils revinrent en bas pour y chercher le nœud, mais ne le trouvèrent pas. Alors, un oiseau vert lança un cri aigu. Il tenait dans son bec le petit nœud perdu. L'apportant poliment, il dit d'un air joyeux, pendant que la sorcière rattachait ses cheveux. « Je suis un bel oiseau, et le plus vert qui soit. Y a-t-il sur ce balai une place pour moi ?» « Bien sûr !» dit la sorcière. Et l'oiseau se percha. Et leva le balai et zou, il décolla. Au-dessus des marais, des rivières, il filait. L'oiseau criait de joie, le vent d'orage soufflait. La sorcière mit le cap sur l'horizon lointain, mais sa baguette magique lui échappa de la main. Dit la sorcière, et ils revinrent en bas pour chercher la baguette, mais ne la trouvèrent pas. Alors une grenouille fit un bond hors de l'eau et brandit la baguette tombée dans les roseaux. La portant poliment, elle dit d'une voix enrouée, la sorcière essuyant la baguette mouillée. « Couac, je suis une belle grenouille, couac, la plus belle qui soit. Y a-t-il sur ce balai une place pour moi? » « Bien sûr !» dit la sorcière, et la grenouille sauta.
Elle leva le balai et zou, il décolla. Sur la lande, il filait. La grenouille Guillerette sautait de joie et puis... Le balai cassa net. Chat et chien et grenouille dans les airs tournoyants finirent par tomber en plein dans un étang. Comme son demi-balai traversait un nuage, la sorcière entendit un affreux cri de rage. Je suis un gros dragon, le plus méchant qui soit. J'aime les sorcières pommes frites, et voici une pour moi. Cria la sorcière qui s'enfuit dans les cieux. Mais le dragon furieux crachait des jets de feu. À l'aide! Dit la sorcière. Par terre, elle se posa, partout elle regarda, mais personne ne l'aida. Oh, le dragon affamé la rattrapa très vite et dit: Pour une fois, je me passerai de frites. Mais, avant qu'il ne mange la sorcière à belles dents, abominable s'éleva de l'étang. Grand, sombre, gluant, velu, des plumes sur le dos. Il avait 4 têtes et des ailes d'oiseau. En parlant, il miaulait, lançait des cris perçants, aboyait, coassait, dans un bruit terrifiant. Ruisselant de bouilloire, il grogna d'une grosse voix. Va-t'en d'ici, dragon! Cette sorcière est à moi! Le dragon recula. Il tremblotait de peur. Pardon, bredouilla-t-il. J'ai commis une erreur. Ravi de vous connaître, mais j'ai peur en m'attend. Et déployant ses ailes, il file comme le vent. L'oiseau vint se poser. La grenouille fit plouf. Le chat sauta à terre et le chien murmura. Ouf. La sorcière soulagée paraissait très émue. Sans vous, ce gros dragon m'aurait mangé toute crue. Elle remplit son chaudron et dit en souriant: trouvez-moi quelque chose à plonger là-dedans. L'oiseau mit une brindille, la grenouille une plante d'eau, le chat une pomme de pin et le chien l'os d'un gigot. Ils mélangèrent le tout, la sorcière remua fort et pendant qu'elle remuait, elle murmura un sort: Ziditi, Zou, Zac, Zip, et apparut alors un balai magnifique, des sièges pour la sorcière, pour le chat, pour le chien, un beau nid pour l'oiseau, pour la grenouille un bain. En route! Dit la sorcière. Tout le monde s'installa et leva le balai et zou! Il décolla. Marions-nous. Redoutés des corbeaux, ces deux épouvantails s'appelèrent Betty Delorge et Harry Fortepaille. Harry aimait Betty et Betty aimait Harry. Alors Harry lui dit: me veux-tu pour mari? Nous ferons une grande fête, un mariage brillant dont on se souviendra jusqu'à la fin des temps. Betty répond: d'accord. Ils s'étreignent et s'embrassent. Faisons une liste pour que tout soit en place. Bonne idée, dit Harry.
Et il note au crayon ce qu'il faudra trouver pour ce jour d'exception. Sur la liste, on lisait des plumes pour la robe de mariée, des coquillages pour un collier, beaucoup de fleurs roses pour la fête, 2 alliances et quelques clochettes. Puis Harry Fortepaille prend Betty par le bras et les voilà partis pour rassembler tout ça. Ils ne vont pas très loin et voient un troupeau d'oies. Pour une plume chacune, vous aurez la grande joie d'assister à nos noces. Un mariage brillant dont on se souviendra jusqu'à la fin des temps. Chaque oie donne une plume et dit « Marché conclu ». Une amie araignée en fera un tissu. Ils s'étreignent et s'embrassent en s'écriant « Hurrah !» Et ils cochent sur leur liste la robe d'apparat. Puis, Harry Fortepaille prend Betty par le bras et les voilà partis chercher ce qu'ils n'ont pas. Ils ne vont pas très loin, voient des vaches autour d'eux et leurs clochettes au cou font un bruit merveilleux. Ding dong, ding dong, ding dong. Oh, les jolies clochettes! Ce serait si charmant qu'elles sonnent à notre fête, le matin de nos noces. Un mariage brillant dont on se souviendra jusqu'à la fin des temps. C'est d'accord. Nos clochettes t'interront au mariage. Et un crabe leur apporte un collier de coquillages. Au fond d'une poubelle, des souris trouvent par chance 2 anneaux de rideaux pour faire des alliances. Ils s'étreignent et s'embrassent en s'écriant « Hurrah !» Il manque les fleurs roses, mais on en trouvera. Harry dit à Betty « Tu peux aller dormir. Moi, pendant ce temps-là, je me charge d'en cueillir. » Des fleurs roses, des fleurs roses, bourdonne une grosse abeille. Suivez-moi, j'en connais qui sont de vraies merveilles. L'abeille emmène Harry et après plusieurs heures, ils arrivent dans un champ tout couvert de fleurs. J'ai besoin d'eau avant de les cueillir, sinon elles auront soif et ils vont se flétrir, dit-il. Il suffit de me suivre, lui dit un vieux crapaud. Il y a Quack, une jolie mare, Quack, au sommet du coteau, Quack. Il monte un chemin terriblement pointu. Quack, on va dormir un peu, Quack, dit le crapaud fourbu. Ils arrivent à la mare le lendemain très tôt. Harry dit « Elle est claire et bien fraîche cette eau, mais il faut l'emporter. Alors comment fait-on ? J'ai besoin d'une cruche, d'un vase ou d'un bidon. » Je pourrais vous aider. Je connais un endroit où se trouve un grand seau. Harry et l'escargot partent sur le sentier, mais l'escargot est lent. Il faut un jour entier. Betty est très inquiète. Qu'est devenu Harry? Où est l'épouvantail que je veux pour mari? Mais le fermier apporte un autre épouvantail pour le mettre à la place de Harry Fortepaille. Bonjour, je suis Régent du Foin. Et il salue Betty
en lui serrant la main. Joli couple que nous formons tous deux. Vous êtes ravissantes, sauf bien sûr les cheveux. Sur le tracteur, il saute et dit: allons, venez, je sais conduire très vite, je vais vous étonner. Oh non, répond Betty. Je dois attendre Harry, car c'est l'épouvantail que je veux pour Marie. Nous préparons la fête, un mariage brillant dont on se souviendra jusqu'à la fin des temps. Oubliez donc Harry, il ne reviendra plus, c'est sûrement un sot, dirait Jean aussitôt. Chez les épouvantails, je suis le plus malin. Je sais chanter, danser et je conduis très bien. Je suis charmant, exquis, séduisant, raffiné. Et regardez, je fais aussi des ronds de fumée. Il sort alors d'une boîte un gros cigare très long, laissé par le fermier dans une poche du veston. C'est très mal de fumer, dit Betty indignée. Quelle honte pour vous! N'êtes-vous pas gêné? Ne faites pas tant d'histoire. Vous allez assister à un spectacle inouï, dirait Jean tout réjoui. Il allume le cigare, essaie de le fumer, mais voilà qu'il se met à cracher, à tousser. Et comme l'épouvantail n'est pas du tout adroit, le cigare allumé lui échappa des doigts. Il tombe sur le sol et un grand feu jaillit. Betty crie: au secours! Au secours! Au secours! En voyant l'incendie. Je m'en vais sur le champ, dirait Jean du Foin, et il s'enfuit très vite en toussant et crachant. Soudain, quelqu'un arrive. Il avance à grands pas. C'est Harry Fortepaille, des fleurs roses plein les bras. Il s'écrie: Betty, oh ma future mariée! À l'aide du seau d'eau, il sauve sa bien-aimée. Ils s'étreignent et s'embrassent, les fleurs roses à la main. Et disent: sur notre liste, il ne manque plus rien. Alors, le lendemain, ce furent les épousailles entre Betty Delorge et Harry Fortepaille. Tout le monde était là, l'escargot le dernier, et dit: ah, quel bonheur, qui sont beaux les mariés! Les invités jetèrent une pluie de confettis sur Harry Fortepaille et sa belle Betty et dirent: c'était vraiment un mariage brillant dont on se souviendra jusqu'à la fin des temps. Georgette habite avec sa mère dans le délicieux village de Gempassa, juste avant d'arriver à Torgnol. Georgette et sa mère s'aiment beaucoup. Elles vivent heureuses,
sauf le mardi soir, entre 7h et 8h. Car tous les mardis, entre 7h et 8h, on dîne une soupe à la biscotte. Et Georgette a horreur de ça. Sa mère la gronde. « Georgette, cesse de me faire la soupe à la grimace et mange !» Georgette répond « C'est mou, ça fait floc et en plus il y a une feuille de chou !» Sa mère fronce les sourcils. « Mange, sinon le craque-miam va venir te chercher. » Le craque-miam ? Non mais franchement, qui va croire un truc pareil ? La mère prend un air apeuré. Malheureuse, ne ris pas, il pourrait t'entendre. Il paraît même qu'il s'est installé près de Torgnole. Georgette hausse les épaules. Sa mère continue. Il ne sort qu'à la tombée de la nuit. Georgette jette un regard vers la fenêtre sombre. Sa mère chuchote encore. On dit qu'il avance sans bruit et qu'il écoute aux portes. Peut-être même qu'il regarde par le trou de la serrure. Alors, le nez pincé, les yeux fermés, Georgette avale sans respirer quelques cuillères de l'abominable potage. C'est mou, ça fait floc et en plus maintenant c'est froid. Ce soir-là, quand Georgette se glisse dans son lit, elle est inquiète. Craque-miam ou pas craque-miam? Est-ce qu'il existe ou il n'existe pas? Demain c'est mercredi. Georgette ira du côté de Torgnole. Et si aucun craque-miam ne s'y cache, elle refusera pour toujours d'avaler une seule cuillère de soupe à la biscotte. Le lendemain, Georgette part donc explorer les collines qui entourent Torgnole. D'abord, elle ne trouve rien. Puis, elle sent une mauvaise odeur qui lui rappelle quelque chose. Elle avance le nez en l'air quand soudain, elle heurte un gros rocher tout mou qui fait floc. Nom d'un bouillon, mon ventre! Donne le rocher. Georgette pousse un grand cri. Oh! Ce rocher a un ventre aussi gonflé qu'un potiron. Ses pieds comme des courges et ses oreilles en chou-fleur. Sur mon nez, c'est le craque-miam. Pitié, monsieur le craque-miam. Je vous jure que je vais manger la soupe. Le craque-miam fait un sourire plein de grosses dents. Soupe? Toi aussi tu aimes la soupe? Georgette ment. Oh oui, j'adore ça. Le monstre est tout content. Alors ça, c'est chic. J'en ai justement préparé pour mon goûter. Georgette fait la grimace. De la soupe? Au goûter? Puis, elle ajoute pas très rassurée. Vous êtes sûr que vous ne mangez pas de viande? Le craque-miam sursaute. J'ai horreur de la viande. C'est dur et ça fait squitch sous les dents. Et il rit. N'aie pas peur, je vais pas te manger. Le craque-miam emmène Georgette chez lui et il lui tend un énorme bol de soupe. Georgette reconnaît l'affreuse odeur de chou et elle s'écrie « Non merci, j'ai déjà goûté. Du chocolat, des madeleines, des trucs pas fameux qui m'ont coupé l'appétit. » Puis elle ajoute « Ma mère elle fait la soupe à la biscotte et au chou tous les mardis soirs entre 7h et 8h. Si tu veux, viens dîner chez moi à J'aime pas ça. Elle en prépare toujours une grosse marmite. » Le mardi suivant, Georgette fait la grimace devant son assiette de soupe à la biscotte. Sa mère la menace. « Mange, Georgette, sinon le craque-miam va venir te chercher. » Georgette sourit aux anges. Sa mère s'énerve. « Je l'entends qui arrive. Je vais l'appeler Georgette. » Georgette sourit de plus belle. La cuillère à la main, elle grimpe sur la table et bien droite, elle hurle. « J'ai horreur de la soupe à la biscotte. »
Sa mère ouvre la fenêtre et l'appelle. Crac-miam! Ouhou! Monsieur le crac-miam! Alors, le crac-miam passe la tête dans l'ouverture. Il est très poli, il dit Bonsoir, madame. La mère pousse un cri terrible, elle bondit en arrière, elle bégaye. Qu'est-ce que c'est que ça? Georgette dit tranquillement, ben c'est le crac-miam. Sa mère pleurniche, mais non, les crac-miam n'existent pas. C'était pour te faire manger la soupe à la biscotte. Le crac-miam s'exclame, À la biscotte et au chou, j'en prendrai avec plaisir, chère madame. Pendant que sa mère reste collée au mur, Georgette donne de la soupe au crac-miam qui hume, goûte, avale et se tortille de joie. Il n'a jamais mangé d'aussi bon. Il en redemande et il finit la marmite. Puis, il a un petit hoquet qui fait trembler la maison. Et puis, le crac-miam est parti en disant « Merci, madame, c'était très très bon. » Depuis ce jour, Georgette et sa mère vivent heureuses, même le mardi soir entre 7h et 8h. La mère de Georgette a eu si peur que plus jamais n'a fait de soupe à la biscotte. Mais parfois, elle soupire et dit « Finalement, ce crac-miam, il savait apprécier les bonnes choses. » Et Georgette sourit en se léchant les doigts. Elle vient de finir son plat favori, une biscotte à la confiture de tomates vertes et au beurre de cacahuètes. De temps en temps, quand tout le monde dort, Georgette monte au sommet de la colline pour souhaiter une bonne nuit au crac-miam. Elle fait un bisou sur sa grosse joue qui sent drôlement la soupe aux choux. L'araignée qui ne perd pas son temps. Un matin, le vent dépose une petite araignée de l'autre côté du champ. Un mince fil de soie flotte derrière elle. L'araignée atterrit sur un piquet de clôture près de la ferme. Aussitôt, elle se met à tisser sa toile. « Tu viens de promener avec moi ?» lui demande le cheval. Mais l'araignée n'a pas le temps. Tu veux manger un peu d'herbe? Interroge la vache. Mais l'araignée n'a pas le temps. Si tu venais courir dans la prairie, Propose le mouton. Mais l'araignée n'a pas le temps. tu viens sauter sur les rochers? Lui demande la chèvre. Mais l'araignée n'a pas le temps. Si nous allions nous rouler dans la boue, Suggère le cochon. Mais l'araignée n'a pas le temps. et tu veux m'aider à pourchasser le chat? Grogne le chien. Mais l'araignée n'a pas le temps. On vient plutôt faire la sieste. Ronronne le chat. Mais l'araignée n'a pas le temps. L'eau est bonne. Allons piquer une tête. Propose le canard. L'araignée vient de terminer sa toile. À ce moment-là, le coq arrive. Coco, tu as vu cette coco, cette vilaine coque-mouche? L'araignée l'attrape dans sa toile. Elle n'a pas perdu son temps.
Peu après, la nuit tombe. Qui a tissé cette jolie toile? Demande la chouette. Mais l'araignée ne répond pas. Il faut bien qu'elle dorme de temps en temps. Le Gruffalo. Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Un renard l'aperçoit de son terrier et la trouve bien appétissante. Où vas-tu, jolie petite souris? Viens, je t'invite à déjeuner dans mon humble demeure. Merci infiniment, monsieur le renard, mais je ne peux accepter. J'ai rendez-vous avec un Gruffalo. Un Gruffalo? C'est quoi un Gruffalo? Comment? Vous ne connaissez pas le Gruffalo? Il a des crocs impressionnants et des griffes acérées. Et ses dents sont plus coupantes que celles d'un requin. Où avez-vous rendez-vous? Ici, près des rochers. Et son plat préféré, le renard à la cocotte. Le renard à la cocotte? Vraiment? Bon, eh ben, salut petite souris! Dit le renard en hâte et il se sauve. Pauvre renard! Il ne sait donc pas que le Gruffalo n'existe pas. La petite souris continue sa promenade dans le bois très sombre. Un hibou l'aperçoit du haut de son arbre et la trouve bien appétissante. Où vas-tu, jolie petite souris? Viens, je t'invite à prendre le thé dans mon nid. Merci infiniment, monsieur le hibou, mais je ne peux accepter. J'ai rendez-vous avec un Gruffalo. Un Gruffalo? C'est quoi un Gruffalo? Comment? Vous ne connaissez pas le Gruffalo? Ses genoux ont des bosses. Et ses orteils sont tout crochus. Et son nez porte une affreuse verrue. Où avez-vous rendez-vous? Ici, près de l'eau. Et son plat préféré est le hibou au sirop. Le hibou au sirop? Excusez-moi, mais je dois partir. Salut petite souris. Dit le hibou précipitamment et il s'envole. Pauvre vieux hibou, il ne sait donc pas que le Gruffalo n'existe pas. La petite souris continue sa promenade dans le bois très sombre. Un serpent l'aperçoit et la trouve bien appétissante. Où vas-tu, jolie petite souris? Viens, je t'invite à une fête dans mes appartements. Merci, monsieur le serpent, mais je ne peux accepter. J'ai rendez-vous avec un Gruffalo. Un Gruffalo? C'est quoi un Gruffalo? Comment? Vous ne connaissez pas le Gruffalo? Ses yeux sont orange. Et sa langue est toute noire et son dos est couvert d'affreux piquants violets. Où avez-vous rendez-vous? Ici, près de la rive. Et son plat préféré est le serpent aux olives. Le serpent aux olives? Vraiment? Oh, mais j'y pense. Je suis attendue. Salut petite souris. Siffle le serpent avec empressement et il s'enfuit. Pauvre vieux serpent! Il ne sait donc pas que le Gruffalo... Quel est ce monstre? Avec ses crocs impressionnants, ses griffes acérées, ses dents plus coupantes que celles d'un requin. Ses genoux ont des bosses, ses orteils sont tout crochus, son nez porte une affreuse verrue. Oh, ses yeux sont oranges et sa langue toute noire. Son dos
Une petite souris. Mon plat préféré, gronde le Gruffalo. Tu seras succulente sur un lit d'artichaut. Succulente? Moi? Ne dites plus jamais ce mot. Je suis la terreur. Oui, la terreur de ces bois. Suivez-moi. Tout le monde tremble devant moi. Parfait, dit le Gruffalo secoué de rire. Voyons ça. Passe la première, je te suis. Il marche un petit moment. Tout à coup, le Gruffalo murmure. J'entends siffler dans les airs. Par ici. C'est un serpent, dit la petite souris. Bonjour mon ami. Le serpent regarde du coin de l'œil le Gruffalo. Oh ciel, siffle-t-il. Salut petite souris. Et il s'enfuit en rampant le plus vite possible. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Stupéfiant, rétorque le Gruffalo. Ils reprennent leur marche. Tout à coup, le Gruffalo murmure. J'entends un hou dans les arbres. C'est un hibou, dit la petite souris. Bonjour mon ami. Le hibou regarde du coin de l'œil le Gruffalo. Mon Dieu, s'écrie-t-il. Salut petite souris. Et il s'envole aussi haut qu'il peut. Vous voyez, je vous l'avais bien dit. Étonnant, remarque le Gruffalo. Il marche encore. Tout à coup, le Gruffalo murmure. Voilà que j'entendais pas par ici. C'est un renard. Bonjour mon ami. Le renard regarde du coin de l'œil le Gruffalo. Au secours, glapit-il. Salut petite souris. Et il s'engouffre dans son terrier. Alors, triomphe la souris. Vous voyez, tout le monde tremble devant moi. Et maintenant, j'ai très faim. Et mon plat préféré, c'est le Gruffalo en purée. Le Gruffalo en purée? Salut petite souris. Et l'affreuse créature se sauve en courant. La paix règne dans la forêt très sombre. La petite souris, assise sur un rocher, savoure tranquillement une noix délicieuse. La chenille qui fait des trous. Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop! Une minuscule petite chenille sort de l'œuf et l'a très faim. Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans 2 poires. Elle y fait 2 trous, mais elle a encore faim. Le mercredi, elle coupe dans 3 prunes. Elle y fait 3 trous, mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans 4 fraises. Elle y fait 4 trous, mais elle a encore faim. Le vendredi, elle coupe dans 5 oranges. Elle y fait 5 trous, mais elle a encore faim. Le samedi, elle coupe dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse et
et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, il a très mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et il va beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus faim du tout, mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon et s'y blottit. 2 semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, il est devenu un superbe papillon. Ce soir, Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire dans son journal une nouvelle terrifiante. Le loup est revenu. Monsieur Lapin se précipite pour fermer la porte à double tour quand soudain... Oh mon Dieu, c'est le loup! Ouvre vite! Dépêche-toi! C'est nous, les 3 petits cochons! S'il te plaît, Monsieur Lapin, laisse-nous entrer! Nous avons terriblement peur! Le loup est revenu! Oh, entrez mes amis, entrez! Leur dit Monsieur Lapin, soulagé. À peine la porte est-elle refermée que soudain... Aïe aïe aïe! Voici le loup! C'est moi, Madame la chèvre, avec mes 7 petits chevreaux. Nous venons nous réfugier chez toi. Connais-tu l'affreuse nouvelle? Le loup est revenu. Entre, ma bonne amie, entre avec tes petits, répond Monsieur Lapin, rassuré. Toute la famille s'installe et soudain... Est-ce le loup qui frappe de la sorte? C'est moi, petit agneau. J'étais en bas, près du ruisseau, mais je ne peux pas rentrer chez moi. Le loup est revenu. Entre vite, petit agneau, lui dit Monsieur Lapin. Viens te réchauffer. Petit agneau s'installe près du feu, mais soudain... Cette fois-ci, c'est sûrement le loup. C'est moi, Pierre. J'ai désobéi à grand-père. Je vais chasser le loup. Vous savez, il est revenu. L'avez-vous vu? Est-il chez vous? Non, non, répond Monsieur Lapin. Et nous espérons bien ne jamais le voir. Mais entre donc, Pierre. Sois le bienvenu. Petit Pierre se joint aux autres et soudain... C'est peut-être le loup! S'écrie Pierre avec enthousiasme. C'est moi, petit chaperon rouge. Ouvre-moi, grand-mère. Je t'apporte des galettes et un petit pot de beurre. Tu te trompes de maison, petit chaperon rouge, lui dit Monsieur Lapin. Ta grand-mère a déménagé, mais entre vite, il faut pas se promener dans les bois. Le loup est revenu. Et si nous en profitons pour dîner? Propose alors Monsieur Lapin. Tous trouvent l'idée excellente et très vite un délicieux repas est préparé. Les amis se mettent à table quand soudain... Tiens, dit Monsieur Lapin, l'air étonné. Nous n'attendons plus personne. C'est le loup! Il a très très faim! Mais à peine le loup a-t-il fait un pas que lapin, cochon, chèvre, chevreau, agneau, pierre et chaperon rouge se jettent sur lui. Le loup est à terre et Monsieur Lapin prend la parole. Loup, nous n'avons plus peur de toi.
Mets-toi bien ça dans la tête. Puis il ajoute, mais si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires de loups qui font peur, alors nous t'invitons à dîner avec nous. Et c'est ainsi que ce soir-là, autour de la table bien garnie chez Monsieur Lapin, le loup est revenu. Le magicien des couleurs. Dans la nuit des temps, il y a longtemps, très longtemps, les couleurs n'existaient pas. Presque tout était gris. Et ce qui n'était pas gris était noir. C'est ce qu'on a appelé la période grise du monde. Chaque matin, un magicien qui vivait en ce temps-là mettait la tête à la fenêtre pour contempler le paysage. Il me semble qu'il manque quelque chose à ce monde, dit-il un jour. On ne peut pas distinguer quand la pluie cesse de tomber et quand le soleil se met à briller. Le magicien descendait souvent l'escalier de sa cave sombre et grise. Là, pour oublier ce monde maussade, il s'amusait à faire des expériences magiques. Un jour que le magicien mélangeait et malaxait un peu de ceci, un rien de cela, il découvrit quelque chose de bizarre au fond de sa marmite. Oh, c'est bien joli, s'écria-t-il. Je vais en faire davantage. Qu'est-ce que c'est? Demandèrent les voisins en voyant le magicien peindre sa maison. Une couleur, dit le magicien. J'appelle ça du bleu. Et je vous en prie, crièrent les voisins. Donnez-nous-en un peu. Volontiers, répondit le magicien. Et c'est ainsi que fut lancée la mode du bleu. Bientôt, tout fut bleu dans un monde heureux. Les arbres étaient bleus, les vaches étaient bleues, les coccinelles bleues, les écureuils aussi. Le magicien chevauchait une bicyclette bleue pour contempler son univers en bleu. Il disait « Oh, c'est merveilleux !» Mais tout ce bleu, ce n'était pas merveilleux. Après un certain temps, le bleu attrista tout le monde. Les enfants ne jouaient plus, les coqs ne chantaient plus, les sols pleuraient, le troubadour poussait des complaintes déchirantes. « Ce bleu est trop déprimant !» dirent les voisins au magicien qui était devenu le plus malheureux des hommes. « Personne ne rit, c'est vrai, je ne sais même plus où rire. »« Il faut que je fasse quelque chose !» se dit le magicien en descendant lourdement l'escalier de sa cave sombre et bleue. Alors il se mit à mélanger et à malaxer un peu de ceci et rien de cela, et il découvrit bientôt quelque chose de nouveau au fond de sa marmite. « Voilà qui est plus gai !» s'écria-t-il. « Je vais en faire davantage !»« Qu'est-ce que c'est ?» demandèrent les voisins en voyant le magicien peindre sa palissade. « J'ai appelé cela du jaune !» dit le magicien. « Et peut-on en avoir un peu ?» quémandèrent les voisins. « Bien sûr !» répondit le magicien. Et c'est ainsi que fut lancée la mode du jaune. Bientôt, tout fut jaune dans le monde. La rivière et la mer étaient jaunes comme le ciel. Les cochons étaient jaunes, les écureuils aussi. Les perruques étaient comme les feuilles des arbres, jaunes comme papa, maman, Petit Pierre et son chien. Chez l'arracheur de dents, on riait jaune. Le magicien galopait sur son cheval jaune pour explorer son univers en jaune. Il disait « C'est très réussi !» Mais tout ce jaune, ce n'est pas très réussi. Après un certain temps, le jaune éblouit tout le monde. On vivait les yeux fermés, les volets clos. On se cognait partout, dans les rues, sur les routes. Les oiseaux n'osaient plus voler. « Ce jaune est trop lumineux et trop aveuglant !» dirent les voisins au magicien. « Ne m'en parlez pas !» gémissait le magicien qui portait une serviette humide sur le front. «
Tout le monde en a mal à la tête, et moi aussi. Le magicien descendit donc en trébuchant l'escalier de sa cave sombre et jaune. Alors, il se mit à mélanger, à malaxer un peu de ceci et un rien de cela, et il découvrit bientôt quelque chose de nouveau au fond de sa marmite. Oh, c'est magnifique! S'écria-t-il. Je vais en faire davantage. Comment appelez-vous ça? Demandèrent les voisins en voyant le magicien peindre les fleurs de son jardin. Rouge! Répondit le magicien. On en voudrait bien aussi! Implorèrent les voisins. Tout de suite! Dit le magicien. Et c'est ainsi que fut lancée la mode du rouge. Bientôt tout fut rouge dans le monde. La rivière était rouge comme le ciel. Le lapin était rouge comme les canaris. Le fromage était rouge. Les glaces, les gâteaux, les chapeaux, les manteaux et l'écureuil aussi. Le chat, il était aussi rouge que les poissons. Le magicien canotait dans son bateau rouge et il disait « C'est l'idéal !» Mais tout ce rouge n'était pas l'idéal. Après un certain temps, petits et grands voyaient tout en rouge. Et le rouge leur montait à la tête. Et comme chacun sait, la colère est mauvaise conseillère. Les petits devenaient méchants. Ils se tiraient les cheveux, ouch, ou se cassaient les dents. Les grands se faisaient la guerre. Ils cassaient la vaisselle. Ils tiraient les canons. Chez le juge comme à la maison, on aurait dit un combat de coqs. Les voisins furieux prirent d'assaut la maison du magicien. « C'est horrible le monde rouge, c'est vous qui l'avez fait !» Ils lui lancèrent des pierres et le magicien était rouge de colère. Il descendit furibond l'escalier de sa cave sombre et rouge. Pendant des jours et des jours, il mélangea et malaxa. Il essaya toutes les formules magiques pour trouver une nouvelle couleur. Mais il ne put faire que du bleu et encore du bleu, du jaune et encore du jaune, du rouge et encore du rouge, jusqu'à ce que toutes les marmites fussent pleines à ras-bord. Les marmites étaient si pleines qu'elles débordèrent. Le bleu, le jaune et le rouge se mélangèrent et ce fut un beau gâchis. Mais quand le magicien vit ce qui se passait, il s'écria « J'ai trouvé !» Et il dansa fou de joie dans la cave. Le magicien mélangea le bleu et le rouge et il fit une nouvelle couleur. Il mélangea le jaune et le bleu et il fit une autre couleur. Il mélangea le jaune et le rouge et il fit encore une autre couleur. « Hurrah !» cria-t-il et il mélangea le rouge, le bleu et le jaune de différentes façons. « Regardez les belles choses que je viens d'inventer !» dit le magicien quand il eut terminé. « Qu'est-ce que c'est ?» demandèrent les voisins. « Du violet, du vert, de l'oranger !» dit le magicien. « On en a la tête qui tourne !» crièrent les voisins. « Quelle couleur allons-nous choisir cette fois ?»« Il faut les employer toutes un peu à la fois !» répondit le magicien. Les gens prirent toutes les couleurs que le magicien avait créées. Bientôt, chacune d'elles trouva sa place. Et après un moment, quand le magicien ouvrit sa fenêtre, il regarda et dit « C'est merveilleusement réussi et idéal !» Les voisins apportèrent au magicien en cadeau des pommes rouges, des feuilles vertes, des bananes jaunes, du raisin et des fleurs bleues. Enfin, le monde était bien trop beau pour qu'on ait envie d'y changer quelque chose. Le rat
Le rat scélérat était un mauvais garçon. Le rat scélérat était un monstre. Il ravissait ce qui lui chantait et mangeait ce qu'il ravissait. Sa vie se résumait à un long festin. Ses dents étaient tranchantes et jaunes, ses manières brutales et sans grâce. Et le rat scélérat chevauchait par les chemins et dérobait leur virtuailles aux voyageurs. Une lapine qui avançait sur la route en sautillant s'arrêta soudain, les mains en l'air, car lui barrant le passage se tenait le rat scélérat qui cria et dit « Qui va là? Donne-moi tes pâtisseries et tes entremets. Donne-moi tes chocolats et tes gâteaux, car je suis le rat scélérat, et je prends ce qui me plaît. » Je n'ai pas de gâteau, répondit la lapine. Je n'ai qu'une malheureuse touffe de trèfle. Le rat scélérat lui lança un regard méprisant, mais ordonna « Donne-le-moi !» Je parie que ce trèfle est sans saveur. Il n'en existe pas de plus fade. Mais je suis le rat scélérat et ce trèfle est à moi. Un écureuil qui arrivait en bondissant sur la route s'immobilisa soudain en tremblant comme une feuille. Car tirant sur la bride de son cheval, se tenait le rat scélérat qui tonna « L'amour sous la vie! Donne-moi tes petits pains au lait et tes biscuits. Donne-moi tes éclairs au chocolat, car je suis le rat scélérat, oui, je suis le rat scélérat et le rat voleur ne partage pas. » Je n'ai pas de petits pains au lait, répondit l'écureuil. Je n'ai qu'un malheureux sac de glands. Le brigand s'empara du sac et gronda. Pas de discussion! Aucun doute, ces glands sont pourris. Il n'en existe pas de plus dur. Mais je suis le rat scélérat, et ces glands sont à moi. Des fourmis qui trottinaient sur la route firent halte dans un soubresaut, car montrant les dents, se tenait le rat scélérat qui lança ce cri assourdissant. Halte! Donnez-moi vos bonbons et vos sucettes. Donnez-moi vos caramels et vos berlingots, car je suis le rat scélérat, oui, je suis le rat scélérat et personne n'ose me dire non. Nous n'avons pas de bonbons, répondirent les fourmis. Mais nous n'avons qu'une belle feuille verte. C'est faux, vous ne l'avez plus, déclara le bandit de grand chemin. Cette feuille ne vaut pas un clou et elle est amère. Il n'en existe pas de plus négligeable. Mais je suis le rat scélérat et cette feuille est à moi. Sans jamais prier ou remercier, le rat continua ses larcins. Des mouches à une araignée. Du lait à un chat. Il déroba même du foin à son cheval. Les animaux qui empruntaient la route maigrissaient à vue d'œil. Tandis que le rat scélérat engraissait comme un cochon en se régalant du repas des autres. Une canne qui arrivait sur la route en se dandinant s'arrêta et salua le rat. Oui, il le salua. Enchantée, dit-elle. Je constate que tu n'as rien, se plaignit le rat. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à te manger.
Je doute que tu sois succulente. Il n'en existe sans doute pas de plus coriace que toi. Mais je suis le rat scélérat, le rat scélérat, le rat scélérat. Oui, je suis le rat scélérat et je mangerai bien de la canne au dîner. Attendez, Cancan à la canne, car j'ai une sœur qui possède des friandises plus délectables que moi. Elle serait ravie de faire votre connaissance et vous allez l'apprécier. J'en suis sûre. Car au plus profond de sa grotte obscure, tout en haut de la colline, biscuits et petits pains au lait sont légion et vous pourrez manger à satiété. Conduis-moi! Cria le rat, et ils prirent la route qui semblait ne devoir jamais finir. Et ils chevauchaient toujours plus loin, toujours plus haut, virage après virage, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent enfin devant une grotte reculée. Et la canne se mit à cancaner. Bonsoir, ma sœur! Et du fond de la grotte, une voix répondit. Sœur, sœur, sœur. As-tu des gâteaux et des chocolats? Cria le bandit de grand chemin. Et Chocolat, chocolat, chocolat. répondit la voix du fond de la grotte. Je viens les chercher! Hurla le rat voleur, ses yeux s'arrondirent de gourmandise. Et Viens les chercher, chercher, chercher. répondit l'amical écho. Le rat scélérat descendit à terre et entra sans tarder dans la grotte. La canne enfourcha sa monture et reprit la route au galop. Toujours plus vite, tournant après tournant, la jeune canne courageuse chevauchait, chevauchait et chevauchait, revenant à bride abattue vers ses amis affamés. C'est ainsi qu'ils se partagèrent les provisions des sacoches et festoyèrent toute la nuit. Vive étaient les flammes du feu de joie, forte la musique et les chansons, débridée l'élégance au clair de lune, joyeuse l'humeur et les conversations, car désormais, ils pouvaient vivre en liberté à l'abri du rat scélérat. Quant au rat dans la grotte aux échos, il cria et erra tant et plus. Jusqu'à ce qu'il trouve une sortie vers la lumière, de l'autre côté de la colline. Amaigri, grisonnant et docile par les grands chemins, le rat ne vole plus, car il a décroché un emploi dans une pâtisserie. On dit qu'il y travaille toujours, balayant inlassablement la pâtisserie. L'histoire du lion qui ne savait pas écrire. Le lion ne savait pas écrire, mais ça lui était bien égal,
car il savait rugir et montrer ses crocs. Et pour le lion, c'est bien suffisant. Un jour, le lion rencontra une lionne. Elle lisait un livre et elle était très belle. Le lion s'approcha pour l'embrasser, mais il s'arrêta net et réfléchit. Une lionne qui lit, c'est une dame. Et à une dame, on écrit des lettres avant de l'embrasser. Cela, il l'avait appris d'un missionnaire qui l'avait dévoré. Mais le lion ne savait pas écrire. Il alla donc trouver le singe et lui dit « Écris-moi une lettre pour la lionne !» Le lendemain, le lion alla à la poste avec la lettre. Mais il aurait bien aimé savoir ce que le singe avait écrit. Alors, le lion rebroussa chemin et ordonna au singe de lire la lettre. « Très cher ami, voulez-vous grimper avec moi dans les arbres? J'ai cueilli des bananes. Miam, on va se régaler. Bise, le lion. » Mais non! Rugit le lion. Jamais je n'écrirai une chose pareille. Et le lion déchira la lettre. Puis, le lion descendit vers le fleuve. L'hippopotame devait lui écrire une autre lettre. Le lendemain, le lion alla à la poste avec la lettre. Mais il aurait bien aimé savoir ce que l'hippopotame avait écrit. Il rebroussa chemin et l'hippopotame lut la lettre. Très cher ami, voulez-vous patauger avec moi dans le fleuve et brouter des algues? Miam, on va se régaler. Bise, le lion. Mais non! Rugit le lion. Jamais je n'écrirai une chose pareille. Le soir même, ce fut au tour du bousier. Le brave insecte se donna bien du mal. Il aspergea même la lettre de parfum. Le lendemain, le lion alla à la poste avec la lettre. En chemin, il croisa la girafe. Ah, qu'est-ce qui sent mauvais comme ça? Demanda la girafe. La lettre! Le bousier l'a parfumée, répondit le lion. Ah bon? Je serais curieuse de la lire. La girafe lut. Très cher ami, voulez-vous ramper sous terre avec moi? J'ai une bonne réserve de bouse. Miam, on va se régaler. Bise, le lion. Mais non! Jamais je n'écrirai une chose pareille! Fou de rage, le lion déchira la lettre et demanda à la girafe d'en écrire une autre. Le lendemain, le lion alla trouver la girafe pour qu'elle lui lise la lettre à haute voix. Manque de chance, le crocodile venait de la croquer et la lettre avec. Le crocodile fut obligé d'écrire lui-même une lettre. Très cher ami, il me reste un morceau de girafe pour le dîner. Tu veux le partager avec moi? Tu verras, on va se régaler. Bise, le lion. Oh non! Jamais je n'écrirai une chose pareille. Le lion furieux déchira la lettre et demanda au vautour d'en écrire une autre. Et le vautour écrivit: Très cher ami, je suis le lion et c'est moi le grand chef ici. Je veux faire ta connaissance. Le lion hocha la tête satisfait.
Oui, c'est exactement ce qu'il aurait écrit. Le vautour poursuivit. Et si on volait au-dessus de la jungle? J'ai mis quelques cadavres de côté. Miam, on va se régaler. Bise, lion. Ça suffit maintenant! Rugit le lion. Non, 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 et encore non, non! Je voudrais lui écrire qu'elle est belle. Je voudrais lui écrire combien j'ai envie de la voir. J'ai juste envie de rester avec elle, allongée tranquillement sous un arbre et de regarder les étoiles dans le ciel. Ce n'est pourtant pas compliqué. Et le lion se mit à rugir toutes les choses tendres qu'il aurait aimé écrire s'il avait pu. Mais le lion ne savait pas écrire. Alors il rugit encore et encore. Pourquoi n'avez-vous pas écrit vous-même? Le lion se retourna. Qui a parlé? Moi. Dit la lionne, levant le museau de son livre. Et le lion, aux grands dents, répondit doucement. Je n'ai pas écrit parce que je ne sais pas écrire. La lionne sourit, donna au lion un petit coup de museau et l'emmena avec elle. A comme apprendre. B. C. D. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez. À bientôt. Mouah.